Nous reprenons donc le cours de ce colloque en nous plongeant cette fois-ci sans transition dans la brutalité de la vie politique et de l'histoire. Et j'ai le plaisir de présenter, ce qui n'est pas si rare que ça, un ami, Marc Répon, qui est directeur de recherche au CNRS et qui a été longtemps directeur du département de philosophie à l'École normale supérieure, en même temps qu'il est, depuis plus de 20 ans, enseignant à l'École normale de Paris. Il a publié nombre d'ouvrages, je ne les citerai évidemment pas tous, il y en a un qui représente une sorte de tournant dans sa réflexion et qui est Le consentement meurtrier, qui est paru en 2012. Depuis, il a approfondi ses réflexions dans un domaine plus que délicat, puisque c'est le domaine de la violence. Et je cite donc cet ouvrage, cette leçon sur la violence qui est paru en 2024, Le spectre du nationalisme qui est paru en 2025, et L'épreuve de la haine en 2016. Il a organisé à l'École normale supérieure pendant 2 ans un séminaire sur la peine de mort, accompagné par Robert Badinter, dont il va aujourd'hui parler. Et ce séminaire a parcouru l'ensemble des conceptions religieuses, l'ensemble que les conceptions religieuses se faisaient de la peine de mort, où évidemment Robert Badinter prenait une part aussi active que vous pouvez l'imaginer. Donc Marc Répon, à qui je vais laisser la parole, traite d'un sujet qui s'appelle Justice et mémoire, dont le sous-titre plus précis, c'est la leçon de Robert Badinter. Merci, merci beaucoup Marc, et merci d'avoir rappelé effectivement, je pense que c'était dans les années qui ont précédé les attentats de 2015, ce séminaire qu'à sa demande, nous avons fait, Robert Badinter, Jean-Louis Alperin et moi-même, sur peine de mort et religion pendant un peu plus d'un an, dans lequel nous invitions à chaque fois de grandes autorités religieuses pour nous dire où ils en étaient dans leur religion du rapport à la peine de mort. J'en suis d'autant plus content que j'avais prévu aujourd'hui de vous parler de 2 souvenirs avec Robert Badinter, de les commenter longuement. Le premier était celui de ce séminaire. Donc un premier souvenir lié à la question de la peine de mort, et le second est lié à la question de l'antisémitisme. C'est un autre souvenir, et faute de temps, faute de pouvoir vous présenter l'intégralité de ce que j'avais prévu de vous exposer, je vais me concentrer sur ce second souvenir, sur ce second moment. Marc Delaunay était là, d'ailleurs, Dan Arbib était là aussi. C'est un moment que nous avons partagé ensemble. Donc ce second souvenir date de mars 2015. Il suivit de peu les attentats du 9 janvier. Je dirigeais à l'époque le département de philosophie de l'ENS, et des étudiants bouleversés étaient venus me voir dans mon bureau les jours suivants pour me faire part de leur volonté d'organiser début mars une grande semaine de réflexion afin, me disait-il, de prendre la mesure de l'événement et plus que tout de partager son traumatisme. Un traumatisme dont le moindre aspect n'était pas tant la résurgence de l'antisémitisme, qui n'avait jamais disparu, que le spectre de sa terreur qui revenait. Le nom de Robert Badinter s'imposait pour participer à la table ronde que nous voulions lui consacrer. Nous lui écrivîmes. Il accepta de venir avec la générosité qui était la sienne, mais aussi parce que l'École normale supérieure restait à ses yeux le temple du savoir républicain et qu'il s'inscrivait dans sa mémoire comme l'un des foyers les plus actifs de soutien à Alfred Dreyfus au nom de la vérité, de la justice
et du combat contre l'antisémitisme. Donc c'est sur ce thème que je voudrais concentrer mes réflexions. C'est dans le prisme de son épreuve que j'interrogerai au fil conducteur de ses écrits et de ses récits la relation entre justice et mémoire. Je le ferai sous 3 angles en revenant sur 3 dates ou séries de dates. Premièrement, 1903, le pogrom de Kishinev, la capitale de la Bessarabie et l'exode qui s'en est suivi. Deuxième moment, 1940-1943, les lois antisémites du régime de Vichy, le statut des Juifs, l'arrestation de son père. Et puis, troisième moment, mars 2012, les tueries de Toulouse. Janvier 2015, l'attentat de l'hypercachère de la porte de Vincennes. 2023-2025, une recrudescence sans précédent des actes antisémites, le retour de sa violence, de son insécurité et de son malheur, quotidien, obsessionnel, sous de nouvelles formes, de nouvelles vagues d'attentats, les tombes à nouveau profanées, y compris la sienne le jour de son entrée au Panthéon, les murs tagués, la hantise permanente des insultes, des menaces et des agressions. Arrêtons-nous donc sur l'allocution que Robert Badinter improvisa le 10 mars 2015 à l'ENS. Elle croisait 2 fils. Le premier était celui de la longue histoire de l'antisémitisme en France, religieux tout d'abord, tel qu'il émanait de l'Église catholique, imprégnant notamment son enseignement, politique ensuite, de l'affaire Dreyfus à l'État français, au statut des Juifs et aux lois antisémites du régime de Vichy, tels qu'il les avait étudiés et rappelés une vingtaine d'années plus tôt, dans ce livre que nous connaissons tous, Un antisémitisme ordinaire, Vichy et les avocats juifs, 1940-1944. Le second était celui de l'histoire intime, les souvenirs gravés dans sa mémoire. J'avais 12 ans en juillet 1940. C'est dire que j'ai vécu cette période sinistre à un âge où, croyez-moi, on mûrit très vite. Très, très vite. Premier temps, l'avant-guerre. Je revois très bien, écrit à la craie sur les murs du lycée, « Mort à Blum, mort aux Juifs ». Puis venaient ceux de la guerre et de l'immédiate après-guerre. Ce que Robert Badinter voulut signifier aux nombreux étudiants présents dans la salle se concentrait sur 2 points. Il leur rappela tout d'abord, je cite, le filet de protection et d'humanité qui, en dépit des persécutions, de la collaboration, de la délation, permit à beaucoup d'échapper à leur mort programmée. Un tel rappel avait une force singulière qui était la suivante. Du fond des ténèbres, sans rien oublier de ce qui en avait déployé l'horreur jour après jour, ce sont les rares lueurs d'humanité, aussi fragiles soient-elles, qui en avaient éclairci la nuit, dont il voulut qu'elles ne fussent pas oubliées. Pourquoi ? Parce qu'elles faisaient signe au respect de la vie, de son inviolabilité et de sa dignité plutôt qu'à la fascination de la mort. Et que ce sont ces signes qui, fondamentalement, lui auront toujours importé. Il le fit devant des auditeurs dont pas un, ce jour-là, n'ait été hanté par le souvenir traumatique de l'attentat terroriste de l'hypercachère de la porte de Vincennes, le 9 janvier de la même année, et avant toute autre chose, par la crainte que tout recommence. Nous étions suspendus à ses lèvres, et je songeais à ce que, dans le discours du Méridien, le poète Paul Celan nomme une attestation de l'humain. Je me demandais, est-ce ainsi que le désir de justice et le travail de la mémoire se rejoignent dans la leçon que nous donne aujourd'hui celui qui fut l'infatigable artisan de l'abolition de la peine de mort. L'horizon commun de la justice et de la mémoire, de ce qu'on doit aux vivants et aux morts, est-il de répondre à l'exigence d'une telle attestation, aussi difficile soit-elle à satisfaire. Quant à la seconde chose que Robert Badinter voulut rappeler à ceux qui l'écoutaient, elle tenait au silence sur lequel il s'attarda longuement. Silence des Juifs
et silence à propos de ce qui était advenu aux Juifs. Je le cite encore. Ce qui intéressait surtout à l'époque, dit-il, c'était de réintégrer la communauté nationale comme la sortie d'un cauchemar, d'où le silence et des blessures si profondes qu'on ne tenait pas à en parler au dehors. Fin de citation. Terrible silence où se rejoignait la honte de ceux qui n'avaient rien fait pour empêcher ce qui était advenu, souhaitant ainsi que la page fût tournée le plus vite possible, et la hantise de ceux qui espéraient enfin effacer le poids écrasant de leur stigmatisation passée. Est-ce tout? Non, car ce silence fut aussi, rappelait-il, celui des antisémites pendant quelques décennies. Sans doute la haine des Juifs n'avait-elle pas disparu, mais pendant près de 30 ans, dit-il, l'antisémitisme ne se manifestait plus. Arrêtons-nous sur ce silence pour dire 2 mots, avant d'y revenir peut-être sur ce qui le lie à l'exigence de justice et au travail de la mémoire, à la violence également, à plus forte raison quand c'est de l'antisémitisme qu'il est question. Ce qu'il nous faut souligner, en effet, dont Robert Badinter apporta la preuve par sa simple présence et dans le fil suivi de son allocution, tient à la pesanteur de l'oubli et à l'épaisseur de l'ombre dans lesquelles le silence précipite les victimes de la violence. L'une et l'autre, la pesanteur de l'oubli et l'épaisseur de l'ombre, rendent aveugle et désarment la vigilance. Elles empêchent de voir ce qui menace de revenir, de s'en alarmer et de le prévenir. C'est ainsi que la responsabilité de la mémoire et l'exigence de justice se rejoignent dans la tâche qui leur incombe de briser les murs derrière lesquels nous enferme la confiscation des témoignages, de leur écoute et de leur transmission. Pourquoi ? Parce que c'est toujours entre nous et les victimes de la violence passée, présente et future que se dressent les murs du silence. S'il est vrai qu'on n'en aura jamais fini avec l'antisémitisme, la vigilance qu'exige le spectre de sa renaissance exclut qu'on s'y résigne. Faire revivre les heures les plus sombres de notre passé commun, leur redonner cette visibilité, cette audibilité que le silence masque et étouffe, comme le fit Robert Badinter ce jour-là et dans maintes autres occasions, engage notre responsabilité. Nous le savons aujourd'hui plus que jamais, c'est préparer les vivants à affronter et à combattre la terreur de leur retour. C'est ainsi que je me souviens avoir entendu ce qui suit. Car c'est bien de ce retour qu'il s'agit en cette journée de mars 2015, 2 mois après les attentats du 9 janvier, et c'est encore de lui qu'il est question en 2025. Après ces années de relative accalmie vinrent en effet les années 1980 et leur prolongement jusqu'à aujourd'hui. Robert Badinter ne cacha ni son inquiétude, ni son désarroi, ni son indignation, ni sa colère. La suite, dit-il aux étudiants, vous la connaissez aussi bien que moi, donc je n'ai pas besoin de rappeler, et c'est pourquoi je tenais absolument à être là, poursuivit celui qui avait vu son père arrêté par la Gestapo à Lyon le 9 février 1943. Au terme de la traversée du siècle, dans laquelle il avait inscrit ses propos, son expérience rejoignait alors celle d'une partie au moins de ses auditeurs. Il n'était par conséquent nul besoin de leur apprendre ce qu'ils savaient déjà. Et pourtant, ce sont bien les 40 dernières années qu'il évoqua pour finir, et sa voix atterrée se fit alors plus forte. Lisant la transcription de son allocution, j'en retrouve à présent toutes les intonations. C'est peu dire qu'elles vibrent encore avec une résonance accrue dans les temps d'affliction qui sont les nôtres. Et ce que fit alors Robert Badinter s'accordait à ce qu'il fit chaque fois qu'il eut à convaincre de l'inhumanité de la peine de mort. À rebours de toute abstraction de la violence, la rendre sensible, en donnant à voir, de la façon la plus singulière, ce qu'elle fait au corps qu'elle attaque.
Qu'il s'adressât aux jurés d'une cour d'assises ou aux députés à l'Assemblée, on se souvient combien la force de son propos fut chaque fois de leur demander s'ils avaient bien conscience de ce que signifiait le fait d'envoyer un homme à la guillotine, quel que soit le crime qui le justifiait aux yeux d'une opinion qui le réclamait. Toute autre façon de combattre la peine de mort pour convaincre de sa barbarie courait le risque de rester éloigné de la violence que signifie le fait de trancher le corps d'un homme en deux. Ce faisant, l'avocat pénaliste se mettait dans les pas de Victor Hugo, qui ne procéda pas autrement dans ses écrits sur la peine de mort qui l'accompagnèrent toute sa vie, à commencer par les derniers jours d'un condamné. L'antisémitisme aussi reste abstrait tant qu'on ne rappelle pas non seulement ce qu'il blesse et détruit chez ceux qui en sont les victimes, directes et indirectes, et plus encore la cruauté et la barbarie qui sont consubstantielles à la haine qui l'anime. Leur spécificité est que chaque fois qu'ils blessent ou tuent un juif, c'est l'ensemble de leur communauté que l'antisémitisme vise et meurtrit. Ce n'est jamais comme des individus singuliers que celui ou ceux qui l'agressent en sont les victimes, mais au titre de l'appartenance à laquelle il les identifie et dont il leur fait porter le poids des passions destructrices qui sont sa raison d'être. Robert Badinter approchait de la fin de son exposé. Il fit alors deux choses. Il rappela tout d'abord ce que lui faisait, à lui qui venait d'évoquer avec beaucoup de pudeur et de justesse sa mémoire de l'antisémitisme avant et pendant la guerre, de lire sur les murs de sa ville des insultes qui s'y étalaient 75 ans plus tôt, et d'entendre à nouveau les vociférations de ceux qui en appelaient au meurtre des Juifs. Il mit le doigt ensuite sur la cruauté et la barbarie des actes antisémites des 15 dernières années. Remontant le temps, il redonna à voir, rendit sensible à nouveau de la façon la plus concrète qui soit, devant un auditoire pétrifié, ce qu'avait eu de monstrueux déjà un attentat resté pourtant gravé dans toutes les mémoires, la tuerie de l'école juive aux arts à Torah, à Toulouse, le 19 mars 2012. Il revient enfin sur l'attentat de l'Hypercacher, qui visait initialement une école juive. Avant de citer longuement ces derniers moments si intenses, je voudrais m'attarder un instant sur la portée éthique de leur convocation. Pourquoi rendre visible à nouveau leur violence insoutenable? D'où venait la nécessité de prendre les auditeurs comme les lecteurs par la main pour les confronter encore une fois, comme tant d'autres fois, et comme il faudra le faire tant que ce sera nécessaire, aux souvenirs difficilement supportables de ces agressions? Quel sens y avait-il à leur remettre devant les yeux cette injustice au-delà de toute injustice qu'est l'assassinat d'une fillette de 7 ans au motif qu'elle est juive? Lié à la violence, le travail de la mémoire appelle toujours le retour d'images terribles. Il ne se laisse pas séparer d'une répétition de leur horreur et de leur sidération. C'est assurément ce qui en fait la dimension spectrale, c'est aussi ce qui le lie à l'appel de la justice. Pourquoi ? Parce qu'il a la double dimension d'un éveil de la responsabilité et d'une convocation de l'humanité qui transcende toute appartenance. L'arme la plus retorse et la plus perverse de l'antisémitisme consiste à faire croire que seule la communauté juive en est atteinte et qu'il ne concerne pas les autres qui ne risquent pas d'en être les victimes. Il aura toujours été l'isolement des Juifs, leur abandon au traumatisme de leur persécution passée, à leur réalité présente et à la hantise de leur retour. Lisant ceci, je songe au journal de Mirail Sebastian, qui évoque jour après jour la montée de l'antisémitisme en Roumanie au milieu des années 1930, aux amis qui se détournent, tandis que d'autres trouvent des justifications aux premières mesures discriminatoires, aux interdictions, à cette lente sédimentation de l'inacceptable qui parvient à transformer un climat d'agression extraordinaire en un régime de violence ordinaire. La brutalité assassine des uns le dispute alors au consentement actif ou passif des autres, celui-là même auquel on a donné le nom de consentement meurtrier. Que dire alors ? J'ai 3 convictions. La première est que la vocation de la mémoire n'est pas tant de rompre cet isolement,
que de conjurer sa reproduction. La responsabilité qu'elle éveille consiste en effet à rappeler à quiconque que, sans doute, il n'empêchera pas qu'à nouveau des tombes soient profanées, des murs tagués, des insultes proférées et des coups portés. Mais qu'à défaut de les condamner avec une intransigeance qui ne souffre pas la moindre ambiguïté, à défaut de faire connaître et de manifester chaque fois qu'il le peut son refus inconditionnel de toute déréalisation du mal antisémite, il en reproduirait l'abandon. Il faut cependant aller plus loin. Ma seconde conviction est que la rupture de cet isolement, dont lui-même souffrit dans les années 1960, est précisément ce que le poète Paul Celan aura appelé une attestation de l'humain. Celle dont il guettait les signes qui auront fait défaut à tant de juifs au XXe siècle. Et sans doute est-ce aussi ce dont Lévinas cherchait à faire entendre l'injonction dans l'éthique dont il dessina les contours. Et peut-être est-ce encore dans sa trace que consistait la lueur d'espoir dont Yankelevitch attendit désespérément la venue. Quelle est donc cette attestation ? Elle suppose le dépassement de toute appartenance, c'est-à-dire de toute différence, qui reviendrait à limiter la responsabilité de l'attention, du soin et du secours qu'appelle de partout et pour tous la vulnérabilité des Juifs quand ils sont attaqués, comme c'est le cas aujourd'hui. Elle consiste, ces temps-ci, pour le dire plus explicitement, à ne pas être seulement atterré, mais à se reconnaître blessé par les agressions qui les visent, qui qu'on soit, d'où qu'on vienne, au nom de notre humanité partagée. Quelle humanité, celle qui fait de cette responsabilité le pivot de la seule justice qui soit crédible, une justice qui ne fait pas de différence entre les êtres humains selon l'identité qu'on leur prête. Cette reconnaissance n'a rien d'abstrait ni de théorique. Loin de se réduire à une position étrangère et lointaine, elle n'existe que dans la trame publique et privée de ces manifestations. Elle implique ainsi qu'on se sache obligé, par la fidélité renouvelée aux signes qu'elle demande, aux paroles, aux gestes de soutien, qui contredisent l'abandon, en se souvenant que leur exigence est indissociablement morale et politique. Voilà pourquoi il appartient à la justice de devoir convoquer la mémoire. Elle en fait le levier et le vecteur de la responsabilité dont elle implore l'éveil. Il est nécessaire ainsi que nous sachions inscrire les paroles et les actes qui attaquent en nous cette humanité sans laquelle nous ne sommes rien, dans une histoire de la violence, pour leur opposer d'autres gestes et d'autres paroles qui ont aussi leur histoire. Nous devons savoir que ce qui blesse l'humanité ne vient pas de nulle part, et connaître ce que la violence répète, prendre conscience dès lors de son épaisseur spectrale. L'indignation et la colère d'abord, la solidarité ensuite en sont les relais, autant que l'horizon. Ma troisième conviction est que c'est exactement ce que voulut signifier Robert Badinter aux étudiants qui étaient venus l'entendre ce 10 mars 2015 sur la scène du théâtre de l'École normale supérieure. Tous n'étaient pas juifs, ils le savaient, et c'est à la conscience de chacun qu'il s'adressa quand il se tourna vers eux un peu plus tard pour leur demander in fine ce qu'ils pensaient de l'antisémitisme renaissant. Peut-être aussi ce que l'on devrait faire pour desserrer l'étau du silence et de l'abandon. Écoutons-le. Je vous remercie de m'avoir invité. Moi, à mon âge, et ayant vécu ce que j'ai vécu, je n'en suis pas revenu de ce qui est advenu. Jamais, vous m'entendez, jamais je n'aurais cru que j'entendrais crier à nouveau dans les rues de Paris « Mort aux Juifs ». Je ne pouvais pas arriver à croire, mais vraiment qu'il y eut des voyous pour hurler « Mort aux Juifs » dans les rues de Paris, après ce qui est advenu aux Juifs, je ne le pouvais pas, et cependant c'est arrivé. On a tué en France des Juifs parce qu'ils étaient Juifs, c'est une réalité. Quand l'assassin de Toulouse poursuit une petite fille de 7 ans et l'attrape, se rend-on bien compte ? On voit sur le film qu'il a pris comment il poursuit cette petite fille, comment il la saisit par les cheveux. Il faut mesurer ce que cela signifie humainement de la saisir par les cheveux et de la battre. C'est exactement le geste des Einsatzgruppen dans les ghettos, exactement le même, reproduit.
Commence alors l'impression du cauchemar. Mais ce n'est pas possible. Il y a encore des êtres humains qui tuent des enfants juifs parce qu'ils sont juifs. Une petite fille de 7 ans qu'on poursuit, qu'on attrape et qu'on tue. Et pourquoi? Parce qu'elle est juive. C'est inimaginable. C'est là pour moi le vrai visage de l'antisémitisme. Il y a une chose que j'aurais aimé pouvoir dire à Robert Badinter, qui n'a pas eu le temps de l'apprendre. Elle concerne le pays d'où sa famille était originaire, la Moldavie, et sa capitale, Chisinau, qui s'appelait alors Chisinau. Et c'est encore de mémoire et de justice qu'il s'agit. Dans la mémoire juive, le nom de la capitale de la Bessarabie, qui se trouvait aux confins de l'Empire russe, est indissociablement lié au pogrom qui s'y déroula en avril 1903, qui resta longtemps l'un des symboles les plus vifs des persécutions antisémites. Il l'était d'autant plus qu'il fut suivi d'une grande vague d'immigration, notamment en Palestine, en Amérique et en France. Ce fut le cas, comme l'a raconté l'ancien garde des Sceaux dans Vivre et dans Idriss, de ses oncles maternels, 1907, de son grand-père maternel, 1908, de sa mère et de sa grand-mère en fin 1910. Son père, également né en Moldavie, n'arriva quant à lui en France qu'en 1920. Je connais bien la Moldavie, pour y avoir séjourné 2 ans à la fin des années 1980 et y être retourné depuis lors 1 ou 2 fois par an. Lecteur de Léon Poliakov, je connaissais l'existence des pogroms de 1903 et de 1905 lorsque j'arrivais dans la ville à l'automne 1987. Je me souviens d'avoir eu beaucoup de mal à trouver les traces de l'ancien ghetto au gré de mes pérégrinations, à retrouver l'emplacement des anciennes synagogues, alors même qu'à la fin du XIXe siècle, 55 000 juifs habitaient dans le district de Chisinau, la ville et ses faubourgs, sur une population de 280 000 habitants. Mes interlocuteurs en avaient le plus souvent une vague idée. Encore plus rares étaient ceux qui se souvenaient du pogrom de 1903. La mémoire juive de la ville semblait s'être effacée. Et c'est peu dire que l'écriture de l'histoire, orchestrée par le régime soviétique, n'avait que faire de son rétablissement, à supposer qu'elle n'y ait pas été hostile. Les choses ne changèrent guère les décennies suivantes après l'indépendance de la Moldavie. Ce que j'aurais voulu raconter à Robert Badinter, s'il était encore parmi nous, et qu'il n'en va plus de même aujourd'hui. J'aurais aimé lui dire qu'une association de jeunes étudiants organise désormais 1 ou 2 fois par semaine une visite de la ville qui, avant de partir sur les traces du régime communiste, les faucilles et les marteaux qu'on trouve encore gravés au fronton de certains immeubles sur l'avenue centrale, commence par celle du ghetto. L'évocation de l'importance passée de la communauté juive en Moldavie. Mais j'aurais voulu surtout lui apprendre qu'au printemps 2024, pour la première fois, dans le musée de la ville, au sommet d'une tour qui domine l'université, avec une vue panoramique sur les environs, une exposition fut consacrée au pogrom de 1903. Je me souviens que partout dans la ville, de grandes affiches l'annonçaient, qui reproduisaient une photo d'un quartier de la ville dévasté ces jours-là par l'émeute antisémite. Dans les librairies, quelques livres récemment publiés l'accompagnaient. Ainsi, la ville se réappropriait-elle son histoire, sans se dérober à l'évocation de ses pages les plus sombres. Sans doute, au demeurant, n'est-ce pas un hasard de calendrier si, la même année, devant le siège du Parlement, pour la première fois également, une autre exposition rendit hommage aux déportés de Bessarabie durant les vagues de terreur qui s'abattirent sur la ville en 1940 et en 1946. Il me reste combien de temps ? Un quart d'heure, 10 minutes. Il faut que je regarde 2 secondes. Je vais essayer quand même. Oui, je vais y arriver. Je voudrais m'arrêter un instant sur cette exposition, en ajoutant aux 2 mots qui m'ont servi de fil conducteur, la justice et la mémoire, celui de démocratie. Pour que la mémoire fasse œuvre de justice, encore faut-il que non seulement elle ne soit pas entravée par une politique hostile, mais qu'en outre les pouvoirs considèrent de leur devoir de la soutenir, sans pour autant la contrôler ni l'instrumentaliser. Une chose est certaine en effet, chaque fois que son détournement est à l'œuvre, ce n'est pas à la justice que l'orchestration de la mémoire collective s'accorde, mais à des intérêts idéologiques, sélectifs et partisans. Comment y remédier ?
Quelles sont les garanties requises pour qu'une politique de la mémoire soit juste? Répondre à cette question suppose qu'on s'intéresse à ces vecteurs. Quels sont-ils? Il s'agit tout d'abord de l'organisation des commémorations dans des musées mémoriaux qui remédient au passage du temps et à l'effacement des uns et des autres de la mémoire collective, en faisant de l'inscription de tous sur divers monuments le support matériel d'un souvenir partagé et de leur rappel récurrent, un repère calendaire pour une vie commune. Il s'agit ensuite de la construction et de la libre disposition de plus d'un fonds d'archives qui soutiennent le travail des historiens, quelles que soient les violences qui font l'objet de leur étude et de leur documentation. Que se passe-t-il quand la mémoire est instrumentalisée? S'il est si nécessaire de se le demander, c'est qu'il arrive alors que ce soit le contraire qui advienne, et que loin de servir les vivants, la politique de la mémoire qui invoque les morts soit elle-même mortifère, comme l'auront montré tant de conflits identitaires. Il y a de fait des façons de les convoquer, les morts, qui, loin de servir la vie, entretiennent ce qui la détruit. De quelle façon? En choisissant les morts dont le souvenir s'impose et en effaçant les autres. À l'est de l'Europe, dans l'ex-URSS et dans les anciennes démocraties populaires, cela consista pendant des décennies à passer sous silence les victimes de la Shoah. Dans la Russie de Vladimir Poutine, cela se traduit aujourd'hui par l'interdiction faite aux Russes d'évoquer les victimes de la terreur stalinienne, dès lors que leur souvenir pourrait nuire à l'image glorieuse de la grandeur passée de l'Union soviétique. Et nous savons combien le maître du Kremlin s'appuie sur cette image pour justifier sa volonté impérieuse et meurtrière de rétablir l'Empire dans ses frontières. Dans un cas comme dans l'autre, seuls les héros de la Grande Guerre patriotique qui ont donné leur vie pour la patrie ont droit de citer dans la mémoire collective du souvenir. Les autres sont tenus pour quantité négligeable, sinon niés par l'histoire officielle. Les manuels scolaires les passent sous silence. Les organismes de recherche qui sont consacrés à leur étude sont fermés. Les associations qui sont vouées à leur souvenir et à l'archivage des violences qu'elles ont endurées, interdites. Comme ce fut le cas de l'association mémoriale en Russie quelques semaines à peine avant le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine. Il en résulte, à chaque fois, un court-circuit de la transmission dont le premier effet est de faire des traumatismes du passé la source d'une injustice présente. Si tous les gouvernements sont partie prenante de l'organisation de la mémoire collective, qui est de leur responsabilité, son instrumentalisation, sa confiscation et sa sélection font la différence entre les régimes autoritaires, totalitaires et autres dictatures qui se l'approprient exclusivement de façon partisane et sélective, et la démocratie qui devrait par principe s'y refuser. Toute la question est alors de savoir comment elle peut en offrir la garantie. Le propre d'un système démocratique est de défendre l'égalité dans la pluralité. Cela signifie qu'aucune communauté, de quelque façon qu'elle se définisse, ne peut disposer de droits particuliers ou en être privée en raison de l'identité qui lui appartient ou qu'on lui prête. Cela s'applique aux vivants, mais cela vaut aussi des morts. C'est ce qui ouvre à la considération de leur histoire et au respect de leur mémoire. L'un et l'autre, en effet, s'opposent moins aux méandres de l'oubli qu'au poids du silence qui enterre les morts une seconde fois, que ce soit de façon explicite ou tacite. Les Juifs ne furent pas les seuls à en souffrir. Partout dans le monde, il se trouve des populations, des communautés dont le double destin fut d'être exposées successivement, d'abord à de terribles persécutions, ensuite au mutisme de leur reconnaissance. Une différence cependant demeure qui les distingue de tous les autres, l'antisémitisme, dont l'agression qui perdure se nourrit de l'entretien et de la dénégation conjoint des crimes qui le caractérisent. Rien n'est plus significatif à cet égard que la difficulté qu'ont les pouvoirs publics à qualifier telle attaque déterminée, tel crime d'antisémite. Sans doute est-ce ce que voulut rappeler Robert Badinter à ses auditeurs lorsqu'évoquant l'attentat de l'hypercachère du 9 janvier 2015, il leur apprit
combien il avait été meurtri, qu'on ait tant de peine à lui attribuer ce qualificatif qui ne faisait aucun doute. Je le cite encore une fois. Ce qui m'a stupéfié également, c'est qu'on n'ait pas voulu le dire. C'est ce silence qui m'a tellement meurtri. On ne l'a pas dit puisqu'on a préféré parler d'otages. Mais des otages pourquoi? Qu'est-ce que demandait le preneur d'otages? Rien. Il voulait les tuer, purement et simplement. Il ne demandait pas la libération de complices en échange. Ce n'était pas une prise d'otages, c'était une prise de victimes pour se préparer à les tuer, et c'était son seul dessein. Voilà pourquoi faire contrepoids au silence, contredire son mensonge par omission, est la tâche de toute politique de la mémoire, dans une démocratie digne de ce nom. Ces institutions éducatives, culturelles et scientifiques ne sauraient s'accommoder d'un climat qui les entretient. Elles ne sauraient accepter que le souvenir traumatique de leurs souffrances passées reste l'affaire privée d'une communauté donnée, car cela consiste à l'isoler et à l'exclure de la mémoire commune, autant que de la politique qui l'organise. Pour l'État qui se risquerait à un exercice aussi sélectif de sa responsabilité au regard de la mémoire nécessairement plurielle de la population, comme c'est le cas dans les régimes autoritaires qui la confisquent, cela revient à instituer au sein de la population ni plus ni moins qu'une rupture d'égalité mémorielle. Aux yeux de la vision de l'histoire discriminante qu'ils pratiquent et de la reconstitution du passé intéressé qu'ils mettent en œuvre, toutes les souffrances du passé, les violences endurées et les injustices subies ne méritent pas la même considération selon qu'elles touchent telle communauté qu'ils entendent valoriser ou telle autre qu'ils préfèrent ignorer, sinon marginaliser. Et il en va de même des victimes d'une mort violente, que ces mêmes régimes n'honorent pas de la même façon suivant l'identité qu'ils leur prêtent et les circonstances de leur disparition. Elles se divisent entre les morts qu'ils héroïsent et ceux qu'ils négligent. Pour les Juifs, les conséquences de cette discrimination du souvenir furent incalculables. Ce n'est pas autrement, en effet, qu'ici ou là, la conspiration du silence se sera organisée. Mais c'est ainsi surtout que se seront creusés, dans la mémoire collective, ces abîmes d'ignorance et d'oubli qui, à défaut d'une éducation qui le condamne, n'auront rien fait pour combattre l'incorporation de l'antisémitisme dans le cœur et l'esprit de ceux et celles qu'il avait reçus en héritage. Qui sait en effet quelle attention, quels soins et quels secours auront été par là même d'emblée suspendus? Qui sait quel court-circuit de la mémoire en aura résulté et combien, faute de la verrouiller, il aura ouvert la porte au retour spectral des haines du passé. Nul doute que cela aura été longtemps, notamment à l'est de l'Europe, le masque insidieux qu'aura revêtu ce qui n'était pas loin de s'apparenter de la part des autorités polonaises, hongroises, roumaines, soviétiques et tant d'autres à un négationnisme d'État. Douloureusement, pour ceux et celles qui vivaient avec ce que le philosophe Emmanuel Lévinas appelle une tumeur dans la mémoire, cela consistait à leur dénier le droit imprescriptible à la reconnaissance de ce legs d'injustice, de persécution et de violence et de cendres que l'histoire leur a laissé. Cela les vouait surtout, faute d'une intelligence commune du passé, à vivre dans l'appréhension qu'une fois encore, tout recommence. Je vous remercie. Hein? Tout à fait dans les temps. Mais en fait, je suis dans les temps parce que j'ai oublié d'imprimer la troisième partie. Donc, j'ai pas la fin. On est très frustrés, mais déjà très comblés. Donc, nous avons une dizaine de minutes pour laisser place aux questions, s'il y en a. Merci beaucoup, Marc-Alain et Marc, pour vos communications. Marc, je vais ajouter 2 petits souvenirs à ceux que tu as évoqués, parce que je me souviens, comme toi, très bien de cette journée de commémoration. J'étais à la tribune également, et je me souviens, n'ayant pas d'analyse particulière à proposer, j'avais simplement témoigné. J'avais donné ce détail que dans les cas d'antisémitisme extrême, comme il est arrivé ces dernières années, dans le moment de crise, les familles se retrouvaient en face de difficultés très concrètes. C'est que leurs nounous, les nounous ont parfois peur d'aller chercher les enfants à l'école.
Et nous avions perdu une nounou tout simplement parce qu'elle nous disait si les écoles deviennent des lieux à haut risque, avec les militaires devant, etc., ça devient dangereux pour moi. Et je me souviens de la réaction de quelqu'un dans la salle, je ne dirais pas que c'est un étudiant de l'école, mais je me souviens de sa réaction, qui a été d'ailleurs rapportée par Eliette Abécassis dans son livre Alia, puisqu'elle raconte cette scène. L'étudiant me dit, mais est-ce que vous ne trouvez pas que le problème, c'est d'abord que vous scolarisiez vos enfants en école juive? Voilà. Et c'était un retournement absolument épouvantable, et je me souviens de l'indignation que Robert Badinter avait manifestée physiquement devant cette réaction, à laquelle, en ce qui me concerne, je m'étais contenté de ne pas répondre. Deuxième souvenir, on avait été invité dans la foulée de cette commémoration par Laure Adler sur France Inter pour parler de l'antisémitisme, et Laure Adler lui avait demandé ce qu'il pensait de la réédition récente, ou en tout cas qui était à l'époque dans les papiers, de Mein Kampf. Et il s'était énervé comme il savait faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez des colères de Robert Badinter, et il disait en fait, Mein Kampf, c'est pas le sujet aujourd'hui. Parce que l'antisémitisme, c'est pas dans Mein Kampf qu'on va aller le lire. C'est un livre illisible. C'est un livre... de toute façon, personne n'ira chercher des sources d'antisémitisme dans Mein Kampf. Ce qui se passe aujourd'hui rappelle à la fois les pires heures du passé, tu l'as dit Marc, et en même temps est quelque chose de tout à fait nouveau qu'il faut savoir entendre. Et donc, il avait une conscience aiguë de la mémoire, mais il était aussi capable d'imposer ou de demander que soit apposé sur le présent un diagnostic très précis sur ce qui était en train de se produire. Voilà les deux souvenirs que je voulais ajouter dans la foulée de ceux, Marc, que tu nous as fait partager. Marc, tu veux répondre à... Je me souviens aussi très bien de cet épisode, de cette question intempestive qui montre que l'antisémitisme se cache parfois là où on ne l'attend pas. Voilà. C'est-à-dire même dans une réflexion comme ça, qui arrive au détour d'un colloque, voilà, elle vient nous cueillir à froid, en quelque sorte. Voilà. Merci. Vous qui donc avez été en contact avec Robert Badinter, j'aimerais savoir si sa réaction à ces événements, et en particulier sa non-compréhension, enfin, de la non-condamnation des autorités de la République, finalement, n'ayant pas qualifié ces actes d'antisémites, n'avait pas créé chez lui une certaine amertume et une remise en cause de cette espèce de symbiose qui est le but de beaucoup de juifs dans les États qui les accueillent. Et c'est-à-dire une remise en cause de tout ce qui avait été le moteur de son existence, j'ai l'impression. C'est-à-dire l'intégration des Juifs dans la République. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, j'ai relu beaucoup d'autres textes, et là, je me rends compte que j'ai oublié la dernière partie. J'ai supprimé la première partie de mon texte et j'ai oublié la troisième partie. Donc, c'est pas grave. De toute façon, du coup, ça collait avec le temps imparti. Mais une chose qui m'a beaucoup frappé, il y a deux choses qui m'ont frappé. C'est que, dans le fond, ces textes sont toujours, et d'autres interventions sur lesquelles je m'appuyais aussi, sont toujours marquées par une double confiance dont il a... Et Dieu sait si cette confiance pouvait être ébranlée et a pu être ébranlée. C'est d'une part la confiance dans la justice, et d'autre part, et un attachement à la justice. C'est-à-dire une passion pour la justice. Et d'autre part, une confiance dans la République et un attachement à la République aussi. Donc, ce qui m'a frappé... Parce que je me souviens beaucoup, quand on avait ce séminaire à l'École normale supérieure, qui avait lieu le soir, après, Robert Badinter rentrait à pied. Et comme si c'était sur mon chemin, je l'accompagnais jusque chez lui, puis j'allais prendre le métro après un peu plus loin. Et là, les discussions reprenaient, et elles portaient surtout sur deux sujets qui sont plus connexes qu'on l'imagine en réalité, qui sont d'un monde dont il est indissociable, qui sont l'antisémitisme, ce que j'ai choisi de privilégier, et puis la peine de mort. Et il y avait une double inquiétude. Il y avait une inquiétude quand même sur, dans le fond, tous les discours et les prises de position réclamant une relégitimation de la peine de mort, ou en appelant à la peine de mort, en appelant, dans le fond,
à abolir l'abolition, même si ça serait très très compliqué constitutionnellement. Et puis la montée de l'antisémitisme. Et ça, je crois que et l'un et l'autre étaient quand même vécus et pensés par lui comme des signes d'une régression qu'il n'aurait pas imaginé voir venir quand même. C'est ça qui est extrêmement frappant dans son intervention à l'école normale supérieure et dans d'autres interventions qu'il a pu faire, c'est de dire que ce qui arrive, ce retour-là, était quand même pour lui de l'ordre de l'inimaginable. Et l'idée qu'on puisse revenir sur l'abolition de la peine de mort, l'idée qu'il puisse y avoir à nouveau une majorité de citoyens prêts à la désirer, ça aussi c'était de l'ordre de l'inimaginable. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à l'autre intervention, qui est le fait de M. Ariel Kolonomos. M. Kolonomos est ce qu'on appelle aujourd'hui politiste, c'est-à-dire qu'il est directeur de recherche au CNRS et au CERI et qu'il enseigne à Sciences Po, au Centre de recherche international. Et le parcours de son œuvre montre tout de suite le spectre de ses intérêts qui font que je suis tout à fait enclin à le considérer tout autant comme un philosophe politique plutôt que comme simplement un spécialiste des affaires politiques. Il a écrit Le Paris de la guerre en 2009, Le monde dans les relations internationales, ça c'est chez Odile Jacob en 2004, c'est-à-dire l'ouverture de son champ d'exercice. Et puis, un livre tout récent qui s'appelle Le prix de la vie, et un livre au titre singulier, mais qui ne doit pas nous détourner de l'orientation générale de ses recherches, La politique des oracles, chez Albin Michel en 2014. Et donc, la problématique générale qui est la sienne, c'est à la fois celle de la guerre et des conflits, bien entendu, mais surtout le problème qui oriente sa vision de ces conflits, qui est celui de l'éthique. Et donc, c'est normal que sa communication s'appelle « Justice de la guerre et civilisation », 2 ans après, j'imagine que c'est 2 ans après, le 7 octobre 2023. Merci beaucoup pour cette présentation et pour votre invitation. Oui, donc cela fait un peu plus de 2 ans, et ça a été rappelé à l'introduction de ce colloque, que le 7 octobre a eu lieu, et 2 années ensuite de guerre qui ont suivi. Et pendant ces 2 années, il n'y a pas eu un seul jour où on n'a pas commenté la violence du 7 octobre et où on n'a pas commenté la violence de la guerre à Gaza. Et moi, ce que je voudrais faire aujourd'hui, ce matin, c'est de vous présenter une réflexion sur la signification de ces faits aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit. Et justement, enfin, la signification de ces faits et la signification des discussions qui ont eu lieu à propos de ces faits, c'est-à-dire la discussion entre des faits et ce que l'on sait de ces faits, et ensuite ces faits et ce que l'on sait de ces faits, et ensuite la discussion à propos de ces faits et à propos de ce que l'on sait de ces faits. Finalement, c'est là ce lien entre ces deux choses ce qui nous ont occupés pendant 2 ans, finalement. Et ici, il y a beaucoup d'universitaires et nous n'avons, finalement, dans mon université notamment, mais dans beaucoup d'autres universités, il n'a été question que de cela. C'était dans la tête de tout le monde, des étudiants comme de mes collègues, et dans le monde de la culture, on le sait bien, enfin, dans les journaux, dans nos conversations privées, il a tout le temps été question de cela. Et ce lien
ce lien entre la guerre et la connaissance, pour le résumer ainsi, et d'une manière encore plus générale, la souffrance et la culture. Moi, j'ai été très impressionné par cela, par ce lien constant. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et un premier constat que l'on peut faire, c'est que ce qui est à l'œuvre dans ce lien, c'est tout simplement la question de la civilisation. C'est le processus de civilisation. Une civilisation, c'est ce moment où justement se crée ce lien entre la guerre et la connaissance, entre la souffrance et la culture. Et il y a différentes manières de créer ce lien, et c'est la raison pour laquelle il y a différents processus de civilisation. Et il y a des événements et des guerres qui suscitent des moments de civilisation. Par exemple, pour parler de la période la plus récente, la chute du mur est un moment de civilisation. Le 11 septembre est un moment de civilisation. Des événements, ce sont des dates, comme le 7 octobre. Et puis aussi, il y a des guerres qui sont des moments de civilisation. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, d'une manière générale aussi, peut-être aussi la guerre du Vietnam. Et la particularité du 7 octobre, c'est que c'est un événement, c'est une date, et c'est aussi ensuite une guerre. Plus de 2 ans, avec un fragile cessez-le-feu maintenant. Et à ce titre, ce 7 octobre est un tournant civilisationnel. Et je pense qu'il est extrêmement important d'en prendre la mesure dans une réunion comme celle-ci, à la fois un colloque et un moment communautaire, ça a été rappelé ce matin, et il faut y être extrêmement attentif. Et ce qui m'a frappé dans ces deux années, des années difficiles pour tout le monde, évidemment en premier lieu pour les personnes qui ont été directement touchées par la violence, mais aussi pour les personnes qui le sont indirectement. Et c'est l'intensité de ces deux choses. L'intensité de la violence, sur laquelle je parlerai un peu, mais ce n'est pas tellement le propos de ma communication de parler de quels crimes ont été commis, pourquoi, etc. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les liens entre ces faits et des discussions. Mais ce qui est très singulier, c'est la double violence. La violence de la guerre, la violence du 7 octobre, et aussi la violence de la guerre à Gaza, et la violence des discussions. L'université a été un champ de bataille pendant 2 ans. Et ce champ de bataille, maintenant, il s'étend au monde de la culture, etc. Et c'est le lien entre ces deux intensités qui crée, à mon avis, ce moment civilisationnel dans lequel nous sommes et dont il faut ici prendre la mesure, un colloque de juifs, enfin voilà, dans une logique communautaire. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, comparé, pour prendre la mesure de ce moment, enfin, il y a d'autres conflits aujourd'hui qui ont lieu. Enfin, évidemment, les deux les plus célèbres, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le Darfour. Et ce qui est très étonnant, c'est que vous pouvez faire une comparaison en termes de violence. Le nombre de morts est peut-être supérieur dans ces deux autres conflits, mais les discussions qu'ils provoquent n'ont aucune commune mesure avec les discussions que suscite la guerre à Gaza. Je donne un cours sur l'éthique de la guerre à Sciences Po. Quand l'invasion russe a eu lieu, moi j'avais de la peine à susciter une discussion chez des étudiants qui par ailleurs sont très bien informés, très, très intéressants, etc. Enfin, mais simplement, il n'y a pas eu la même réaction. Et donc, à ce titre, ils n'ont pas été des moments civilisationnels, alors que le 7 octobre l'a été. Et le 7 octobre, d'une certaine manière, a éclipsé ces deux autres conflits, à tel point que pour le deuxième, le Darfour, finalement, ça crée une certaine indifférence vis-à-vis de ce qui se passe, alors que le nombre de déplacés, par exemple, est bien supérieur dans le cas du Darfour qu'à Gaza. Et donc, ce que je voudrais commencer par, mais ça ne sera pas l'essentiel de mon propos, discuter de cette question de la justice la justice de la guerre et la justice dans la guerre. Il y a énormément de discussions. Le domaine de l'étude des lois de la guerre s'est énormément développé. D'ailleurs, demain, en fin d'après-midi, nous avons une des personnes qui a le plus relancé cette question au XXe siècle, Michael Walzer. C'est une véritable industrie. Il y a beaucoup de spécialistes dans ce domaine. Je commençais par rappeler quelques occurrences, quelques événements liés à ces points de justice
de justice, de la guerre et dans la guerre. Mais ce qui m'intéresse, c'est ensuite de voir finalement quelle est la place justement des Juifs dans ce moment civilisationnel. Et comment définir une responsabilité des Juifs dans ce contexte, dans ces contextes-là, dans un contexte d'une civilisation qui est, d'une certaine manière, puisque eh bien, que nous le voulions ou pas, nous sommes au centre de ce moment. C'est une centralité dont on aurait pu se passer, mais c'est un fait. Et ce qui débouche sur une civilisation des Juifs, mais qui n'est pas une civilisation pour les Juifs. Et comment comprendre ce trait-là de la civilisation? Et cette civilisation, elle pose une question qui, pour ma part, m'intéresse beaucoup, qui est classique dans les réflexions sur la civilisation, qui est celle de la retenue. Comment comprendre la logique de la retenue dans l'usage de la force et dans la discussion? Et enfin, ça sera mon dernier point, puisqu'il s'agit de réfléchir à la question du politique. Eh bien, cela conduit, à mon sens, à une logique qui est extrêmement périlleuse, qui est celle de l'excentrement, et comment faire face à cet excentrement. Voilà, c'est un peu finalement le déroulement de ma présentation. Alors, la justice de la guerre et la justice dans la guerre, alors je vous le disais, vraiment, c'est une réflexion qui est assez classique. Vous en avez beaucoup, tout le monde en a entendu parler, c'est normal. Donc, on commente des faits d'un point de vue normatif. Et en général, de toute façon, les personnes qui parlent de la guerre, elles ont toujours en tête finalement cette idée, mais c'est injuste. Ou alors, alors dans quelle mesure peut-on dire que l'usage de la force est juste? Alors, les massacres du 7 octobre, c'est l'usage de la force avec l'absence la plus totale de retenue, puisque le Hamas n'aurait pas pu tuer plus de Juifs et d'Israéliens, et tout simplement des personnes qui étaient dans le kibboutz, qu'ils ne l'ont fait. Il me semble assez difficile de justifier un tel usage de la force. Alors certaines personnes, on peut le faire, mais elles restent, elles étaient, en tout cas, dans l'espace public, elles étaient plutôt minoritaires. Une prise d'otages massive, alors là aussi, il y a toute une discussion sur les otages dans la guerre, et l'injustice, c'est un crime. Il y a peu de personnes, à nouveau, qui justifieraient une prise d'otages. L'assassinat des otages, et ensuite une guerre qui est déclenchée, l'intervention israélienne à Gaza, justifiée au nom de la légitime défense. À mes yeux, c'est une justification qui tient. Alors là aussi, c'est le début de la montée en force des discussions vivaces. On était au T0. Certaines personnes pouvaient dire, certains de mes collègues disaient que non, on ne pouvait pas utiliser la force pour riposter à Gaza. Mais ensuite, ces discussions ont été, finalement, il y a eu une phase, elles ont décollé, il y a eu un crescendo. Donc, c'est posé la question de l'usage de l'arme alimentaire. Si cet usage a eu lieu, et il y a quand même des éléments qui permettent de dire que, tout du moins au début, il y a eu une instrumentalisation de l'arme alimentaire. Je ne peux pas en être sûr, mais il faut écouter ces critiques. Si c'est avéré, c'est un crime. Se pose la question de la proportionnalité. Alors j'aurais pu parler pendant 30 minutes, 45 minutes, 2 heures de la proportionnalité. Je ne vais pas le faire, mais c'est une question qui est très importante, qui renvoie d'ailleurs à la question des nombres, puisque la proportionnalité, c'est finalement attribuer un nombre de civils que l'on pense tuer non volontairement à un objectif militaire. On s'autorise à tuer tel nombre de personnes. Et eh bien, il faut justifier une action lorsque ce nombre est particulièrement important. Et d'ailleurs, justement, je pense que dans le Talmud, il est fait référence à un nombre au-delà duquel une guerre, d'un point de vue juif, n'est plus acceptable. Il y a eu un relâchement des critères de la proportionnalité, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de civils tués non intentionnellement
dans cette guerre par rapport à une autre. Si vous voulez, on peut en discuter, mais là, il y a le début d'un problème. Il y a dans cette guerre une logique de légitime défense et, suivant les témoignages que l'on peut avoir, je pense que c'est des questions que nous aurions intérêt, dans une enceinte comme celle-ci, nous aurions intérêt à les discuter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se voiler la face. Enfin, moi, très souvent, à l'université, il y a un parti pris plutôt antisioniste. Ici, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas parce que nous sommes entre nous qu'il faut dire que tout va bien et qu'aucun crime n'a été commis. C'est simplement pas vrai. Et il y a pu avoir des actes de vengeance. Il y a une dimension vengeresse de la part de certains soldats, en tous les cas. Et ça pose un problème, ça pose singulièrement un problème civilisationnel. Il y a eu, semble-t-il, des exécutions de prisonniers de guerre palestiniens, c'est tout à fait plausible. Et ensuite, c'est le dernier point, peut-être, malheureusement pour nous et pour le monde, je pense que la liste est plutôt longue, eh bien, un point qui me semble particulièrement important, c'est la question de la poursuite de la guerre. Alors, je vais faire une parenthèse un peu technique. Donc, une guerre, quand elle se déclare du point de vue du jus ad bellum, et vous êtes autorisé à déclarer une guerre. Mais ensuite, pendant la guerre, ce n'est pas parce que vous l'avez déclarée une première fois que vous pouvez la continuer éternellement. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a certains moments où vous pouvez reviser, je ne sais pas si je suis clair, mais les critères qui vous permettent de dire que vous pouvez continuer à déclarer la guerre. Et je pense que la guerre aurait pu être terminée plus tôt. Et de ce point de vue, à mon avis, il y a un problème de jus ad bellum. Si les États-Unis n'étaient pas intervenus, je rementionnerai ce point ensuite, eh bien la guerre aurait continué. Et ça, c'est extrêmement problématique. Mais toutes ces questions-là, vous serez peut-être en désaccord avec moi. Enfin, ce sont des questions qui méritent d'être débattues. Après, il faut voir si on le fait de manière civile ou pas. Et justement, du point de vue de la civilisation, la civilité, ça compte. Alors, et à nouveau, on peut parler plus en détail de toutes ces questions qui sont épineuses. Ces faits et la qualification de ces faits, ce que l'on dit de ces faits, eh bien, elle pose une question qui est celle de la responsabilité, et notamment de la responsabilité des Juifs. Puisque c'est toujours, finalement, on nous assigne à cette responsabilité. Un de nos collègues, un jour m'a dit « Mais alors, qu'est-ce qu'il fait ton Netanyahou ?» Et bon, c'était par ailleurs quelqu'un de très sympathique. Et j'étais un peu surpris. Donc on nous assigne cette responsabilité, mais ça ne veut pas dire que cette responsabilité, elle est uniquement assignée. Je pense qu'il y a une responsabilité des Juifs. Alors c'était Raymond Aron, puisqu'il a été évoqué, qui disait que dans les relations internationales, il y a deux figures, c'est le militaire et le diplomate. Ben ici, dans cette civilisation des Juifs, il y a deux figures, c'est le guerrier et le scribe. C'est-à-dire, ce sont tous des Juifs, là. C'est-à-dire, ce sont les Israéliens qui combattent, donc pour l'écrasante majorité d'entre eux, des Juifs, et les gens qui commentent au sein de la communauté et à l'université. Il y a énormément de Juifs qui travaillent sur l'éthique de la guerre. Statistiquement, vous pouvez regarder, vraiment, on n'est pas une minorité. Et c'est les scribes. Et ce qui est très... Il faut vraiment saisir l'importance de ce lien entre ce lien entre les deux. Si les Juifs ont une responsabilité, c'est là, dans la discussion entre ce qui se fait et ce qui se dit de ce qui se fait. Et dès lors, eh bien, les Juifs ont une responsabilité dans ce moment de civilisation. Ils sont au cœur à la fois de la guerre et ils sont au cœur de la discussion à propos de la guerre. Et dans ces deux arènes, eh bien, ils combattent. Parce qu'évidemment, nous, on combat avec les mots, évidemment, ce n'est pas la même prise de risque, mais il y a une violence, et une violence symbolique très forte et psychologique aussi. Moi, je connais des gens qui ont été vraiment, en raison du travail qu'ils font,
très perturbés, parce que bien, ils avaient du mal à s'exprimer, ils étaient intimidés, etc. Ou à l'inverse, ils perdaient la tête et ils disaient vraiment n'importe quoi. Ils faisaient preuve justement d'un manque de retenue. Alors cette civilisation des Juifs, sa particularité, c'est que, eh bien, elle n'est pas vraiment une civilisation pour les Juifs. Parce qu'en règle générale, quand on parle d'une civilisation d'un groupe, la civilisation occidentale, par exemple, c'était la civilisation pour les Occidentaux. Mais ici, les Juifs ont une place qui est, justement, du point de vue de la communauté, du rapport aux politiques, ont une place qui est quand même très singulière, c'est-à-dire qu'ils sont au centre, mais pleinement au centre. C'est-à-dire que le Darfour, tout ça, la Russie, c'est pas grave, mais ce qui compte, c'est Gaza, c'est seulement Gaza. Et donc, ils sont au centre du monde, et en même temps, ils sont esseulés. Et ça, c'est plutôt unique. Enfin, j'essaie de trouver des éléments, des points de comparaison, mais ce qui m'avait frappé, c'était cette image, ce théâtre qui a été créé à dessein. Souvenez-vous, au mois de septembre, lors de l'Assemblée générale, la 80e Assemblée générale des Nations Unies, donc ce cénacle très imposant que le monde entier regarde. Et c'est le moment où mon Netanyahou rentre sur scène et je ne les ai pas comptés, mais ils étaient très nombreux, peut-être 80, je ne sais pas, délégations qui quittent la salle. Seuls. Et ça me faisait penser à Durkheim, on ne peut pas avoir le monde contre soi. Ce n'est pas possible. Alors évidemment, c'est un essolement qui est très particulier. Parce que là, Sparte, puisque c'est ainsi que mon Netanyahou se définit, a un allié. Mais cet allié est un patron. Et donc le patron était là. Sparte était seule, mais le patron était là. Alors c'est très particulier cette histoire de Sparte, parce que, d'habitude, nous on aime plutôt se comparer à Athènes. Les scribes, voilà. Mais là, c'était Sparte. Mais c'est un peu gênant, ça, justement, cette affirmation de... Sparte, face à Athènes, la guerre du Péloponnèse, Sparte, c'est l'État autoritaire. Et c'est l'État qui ne produit pas de connaissances. Face à Athènes, la démocratie qui produit de la connaissance. C'est d'ailleurs Raymond Aron qui opposait les deux en faisant un parallèle avec les États-Unis et l'Union soviétique. Et là, être spartiate et ne plus être athénien, c'est quand même très dangereux et c'est quand même très regrettable. Parce que dans le monde de la connaissance, vous êtes irrattrapable si vous êtes Sparte. C'est fini, quoi. Et le problème, c'est qu'en plus, pour aggraver les choses, Sparte a gagné la guerre du Péloponnèse. Et Sparte était très forte, mais là, c'est une petite Sparte, parce qu'elle a besoin du patron. Si le patron vous lâche, vous êtes fini. Et quand le patron dit « c'est fini », on siffle la fin de la récré, eh bien, Sparte, la petite Sparte, doit dire oui. Trump a dit à un moment « c'est la fin de la guerre et c'est comme ça ». Il n'y a pas, it's a no-go, et bien Sparte doit s'exécuter. Là, en l'occurrence, c'était plutôt une bonne raison. Et libérer les otages et mettre un terme à la guerre. Mais qu'en sera-t-il de la prochaine fois si le patron change d'avis, Trump peut changer d'avis, ou si c'est un autre patron? C'est une position qui est intenable. Et ça, dans cette position intenable, la civilisation va s'emballer et la petite Sparte va souffrir. Être seul et au centre est une position qui est extrêmement difficile à tenir.
Et elle pose justement la question de la retenue. Parce que là, souvenez-vous des faits. L'explication de l'intervention américaine, elle est assez simple. Hein. C'est-à-dire que Netanyahou c'était un acte d'hubris, justement dans la guerre, à nouveau pour faire référence aux Grecs, etc. La guerre, c'est ce moment où vous pouvez parfois perdre le contrôle de vous-même, les émotions, le défaut de rationalité, alors que vous devez faire la sagesse, c'est la retenue, justement, c'est le calcul des conséquences de vos actes. Ce qui a déclenché l'intervention américaine de dire maintenant ça suffit, je suis le patron et on arrête, c'est le bombardement d'un allié. On ne bombarde pas un allié des États-Unis. Israël a bombardé le Qatar et c'était la fin. S'il n'avait pas bombardé le Qatar, peut-être qu'aujourd'hui, la guerre on serait encore en train de bombarder Gaza. Et ça, c'est l'hubris, et ça, c'est un manque de retenue. Et c'est un des critères de la civilisation, la retenue ou le défaut de retenue. C'est vraiment une discussion assez classique en sciences sociales, Norbert Elias. Le processus de la civilisation occidentale, c'est l'intégration de la retenue. C'est comprendre des émotions et essayer d'agir en conséquence. Et là, ici, il y a un relâchement de la retenue. Il y a un relâchement de la retenue sur le terrain de la violence et de la guerre, sous sa forme maximale le 7 octobre, mais aussi dans ce qui s'est passé à Gaza et dans la politique israélienne en général. Le Qatar est une manifeste erreur et justement une absence de retenue. Israël, en plus, n'avait pas besoin de faire ça. C'était même pas un acte de... Vous pourriez dire, est-ce que parfois, justement, dans la discussion sur la justice de la guerre et la question de l'extrême nécessité, c'était pas du tout un cas d'extrême nécessité. C'était manifester justement sa toute-puissance, mais qui était un leurre. C'était absurde, puisque Israël n'est pas tout puissant. Et alors, évidemment, dans un cadre comme celui-là, où il y a un défaut de retenue, comment réagir, comment nous réagissons ici ou au quotidien, parce qu'évidemment qu'il y a un attachement à Israël. Je pense qu'ici, dans cette salle, certainement la grande majorité des gens sont très attachés à Israël. Et en même temps, il ne faut pas se voiler la face. Et c'est toute la question qu'en philosophie, je trouve très intéressante et en même temps qui m'a beaucoup tiraillé ces 2 dernières années, c'est celle de la question de la partialité raisonnable. Et parce que, évidemment, si vous êtes un kantien, si vous êtes même un utilitariste, vous pouvez dire que la morale, c'est le point de vue de nulle part. Vous êtes objectif. Mais là, vraiment, nous sommes des êtres humains. Et il y a de la partialité. Mais encore faut-il qu'elle soit raisonnable. Et je trouve que parfois, dans certaines discussions, eh bien, cette partialité manque de raisonnabilité. Elle devient déraisonnable. Et enfin, je pense que cette absence de retenue, elle conduit à un monde politique qui là, va au-delà du monde juif, mais nous sommes au centre de celui-ci. Donc, voilà, le politique, c'est un système politique que l'on trouve dans plusieurs pays. C'est ça qui est encore plus grave, d'une certaine manière. C'est un univers politique où nous sommes au centre, dans un monde qui est excentré. C'est-à-dire que les pôles des deux côtés, eh bien, s'éloignent du centre, l'excentrement. Et c'est vrai que c'est particulièrement frappant de voir la place qu'a occupée Gaza dans l'univers politique. Si on prend par exemple 2 pays, mais on pourrait en prendre davantage, la France et les États-Unis, eh bien, vous voyez à quel point la droite se droitise et utilise Israël et Gaza comme une façon d'avancer ses idées, notamment contre l'islam. Et la gauche, alors pas toute la gauche, mais une certaine partie, eh bien, se déplace de plus en plus
loin du centre et utilisent Gaza pour, à la fois, je pense, pour beaucoup d'entre eux, pour des raisons pour des convictions profondes, enfin leur idéal révolutionnaire, tiers-mondiste, etc. Et également pour des raisons bassement électorales. Mais cette logique d'excentrement, elle est terrible. Et aux États-Unis, évidemment, ben là aussi, c'est Trump et une partie une frange du Parti démocrate qui peut, mais enfin, je pense un peu moins que la France insoumise, mais aussi aller dans ce sens-là. Le maire de New York qui dit qu'il faut globaliser l'intifada, etc. C'est la logique de l'excentrement. Alors que le politique, c'est plutôt créer de l'un avec du multiple. Et là, on crée de plus en plus de multiples et de multiples écartelés. Alors moi, j'ai simplement voulu vous présenter un portrait de la situation telle que je la vois. Je suis désolé parce que, enfin, d'habitude, moi, j'aime bien être plutôt optimiste, mais là, franchement, j'ai pas trouvé de moyen de l'être. Et c'est mon interprétation de la situation. Après, il y a une question qui est évidente et à laquelle je n'ai pas vraiment... Je ne peux pas dire que j'ai une réponse très élaborée. C'est que faire dans cette situation-là ? La seule réponse que j'ai, qui est théoriquement très banale, mais pratiquement, il faut avoir beaucoup d'imagination pour le faire, c'est de dialoguer et de sortir de la communauté. Je peux vous donner mon expérience à l'université, à nouveau. Enfin, ces 2 dernières années, surtout la première, 23-24, ont été particulièrement difficiles. Et la discussion, justement, enfin, c'est là où ça m'est apparu, ce fait de civilisation était presque impossible. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Mais c'est moins le cas pour pas longtemps, parce que finalement, à l'université, ce qu'il y a, c'est une peur maintenant. Une peur de certaines personnes qui ont pu manifester leur antisionisme de manière très radicale, éhontée, etc. Et ces personnes-là sont très silencieuses. Mais pour combien de temps ? Et c'est le moment où il faut essayer d'engager une discussion avec elles, avec ces personnes, parce que sinon, ce problème-là ne va faire que croître. Et alors même que nous sommes au centre et donc nous avons une certaine responsabilité de ce monde, nous deviendrons les coupables de ce monde. Et c'est ce qu'il faut absolument éviter. Voilà, c'est sur cette note pas très optimiste que je vais terminer. Merci beaucoup. Moi, j'aurais une double question. Ariel, merci beaucoup pour cet exposé. Je trouve qu'il vraiment posait les véritables questions. C'est peut-être de redoubler la difficulté en disant que d'abord l'excentrement est aussi celui de l'Occident. Voilà, dans un monde qui maintenant est dominé par ce qu'on appelle le Sud global et qui est une construction idéologique, mais donc qui pousse en quelque sorte l'Occident à ses marges, et d'autre part le rapport avec la démocratie, et le rapport avec la démocratie à la fois en Occident et à la fois en Israël. C'est-à-dire que le problème n'est pas seulement un problème qui se pose au niveau de l'hubris du guerrier, mais aussi dans le fait que nous sommes en position difficile parce que nous sommes liés à la démocratie. Nous défendions ce modèle. Israël est quand même la seule démocratie au Moyen-Orient, il faut le rappeler, et que là, la démocratie est en cause. Elle est en cause non seulement chez nous, mais elle est en cause aussi en Israël. Et donc, du coup, je veux dire, on se trouve d'une certaine façon voilà, doublement fragilisé. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Mais oui, enfin, vous aggravez le cas. Enfin, ouais.
Ben, ce qui est très dangereux en plus dans cette opposition entre Occident et le Sud global, c'est que les Juifs sont la partie qui désigne le tout, c'est la synecdoque. C'est-à-dire que les Juifs sont l'Occident. Ce qui m'avait très frappé à Columbia, pourtant une université qui m'est vraiment très chère, c'est qu'il y avait eu des panneaux, et c'était d'ailleurs dans un texte d'une des écoles de Columbia, qui disait qu'il fallait abolir l'ashkénonormativité. Et donc, il fallait se débarrasser des Ashkénazes et de leur point de vue normatif. Et ça, quand même, je me suis dit... Et tout ça au nom du discours postcolonial. Et donc, c'est vraiment très, très, très grave. Et c'est un vrai péril pour la démocratie, cet excentrement qui a lieu en Israël. C'est pour ça que ces accusations, les accusations contre Israël ne sont pas des vues de l'esprit. Il faut aussi le prendre au sérieux. Cet excentrement en Israël est un terrible péril, et il a lieu aussi dans d'autres sociétés occidentales. Donc c'est un danger pour les pays occidentaux. C'est là. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur l'image que vous avez donnée de Netanyahou à l'ONU et qui se trouve tout seul, ou esselé en tout cas. Et je me demandais s'il n'y aurait pas quand même une distinction à faire entre le Netanyahou israélien, qui représente une partie des Israéliens en tout cas, et les Juifs. Une distinction, si ce n'est une rupture. Il y a beaucoup de Juifs en France, en France très peu, ils sont silencieux quand même, mais aux États-Unis qui critiquent cette politique israélienne, ouvertement, publiquement. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une distinction à faire entre ce Netanyahou qui s'identifie à Sparte, etc. Est-ce que peut-être le moment du bris, c'est pas seulement ce moment où il s'identifie à Sparte, mais peut-être avant, quand il poursuit la guerre longtemps encore, oui. Au-delà de ce que même ses généraux ont dénoncé comme inutile. Voilà, c'est une question, distinction importante, voilà. Je suis aussi, là aussi tout à fait d'accord, et je dirais que le problème aussi de l'excentrement, pour un peu aller dans votre sens et rajouter aussi un élément qui montre à quel point c'est grave, c'est que cet excentrement a lieu dans la communauté juive aussi, parce qu'il y a des positions extrêmement droitières. Et puis, c'est formidable, on est vraiment partout, parce qu'on est très bien représenté à l'extrême gauche aussi. Et ce qui fait que la discussion même au sein de la communauté peut être difficile, puisque à ce moment-là se créent des niches subcommunautaires, où on est à chaque fois tous entre nous. Ce qui est terrible dans cette situation, c'est que c'est l'entre-nous. Et ça, ensuite, eh bien, ce sont des entre-nous décentrés. Oui. Bonjour. Moi, ça va être une question de compréhension de votre pensée. D'abord, je vous remercie d'avoir ici gratté là où ça fait mal, et c'est toujours utile. En revanche, je n'ai pas compris pourquoi vous parlez de moment de civilisation. J'ai compris qu'il n'y avait pas de culture sans discussion, qu'il n'y avait pas de justice sans retenue. J'ai compris le concept d'excentrement. Mais pourquoi civilisation? Pourquoi dites-vous que le 7 octobre, puis ensuite, a été un moment de civilisation, un tournant civilisationnel? Eh bien, ça, je n'ai pas compris. Je vous remercie beaucoup de poser cette question. J'ai été peut-être un peu rapide. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des moments dans l'histoire qui sont des moments qui deviennent des points de référence, et où le monde de la connaissance et le monde de la culture se réagit à ce moment précis. Et par exemple, prenons l'exemple de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale est devenue un point de référence
dans l'histoire de la violence, le nombre de morts extrêmement élevé, et ce qui fait que beaucoup à la fois de savants, mais aussi d'artistes, justement, se mettent à le commenter, et ce monde-là, pour une cohorte, pour une génération, devient un point de référence. Et il a un impact très fort dans la production de la culture et dans la production de la connaissance. Le 7 octobre et Gaza vont considérablement marquer la vie de l'université. En mal, parce que ça la polarise. Et cela va susciter beaucoup de travaux qui vont devenir aussi des étendards des valeurs des personnes qui produisent ces travaux. Et c'est là où à propos de la retenue, c'est-à-dire que ça, c'est le bon côté de la civilisation, c'est que, par exemple, quelqu'un comme Norbert Elias disait, voilà, la civilisation occidentale, c'est une civilisation qui s'est formée dans son rapport à la force et à la violence, et où se dégage un trait qui est celui de la retenue, qui est la maîtrise des émotions. Et nous étions plutôt bien partis, en fait. Et moi, c'est pour ça que j'étais plutôt optimiste. J'ai toujours dit que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est meilleur par rapport au monde du passé. Ben oui, en fait, quand vous faites la comparaison, les guerres étaient beaucoup plus meurtrières auparavant. Mais là, c'est pas bon. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé et qui marque justement la connaissance et la culture. C'est ça qui est dangereux. Enfin. Moi, je voudrais juste dire une petite chose. Je voudrais vous remercier vraiment pour cette intervention parce que ces derniers temps, ces 2 dernières années, on a été soumis à une difficulté inouïe. C'est l'impossibilité d'émettre de l'intérieur de la communauté juive un certain nombre, non pas de réserves, mais seulement des questions. Et pendant longtemps, on était soumis à un double régime de suspicion. De l'intérieur, si on émettait des réserves, on passait immédiatement de l'autre côté. Et de l'extérieur, c'est-à-dire du côté des ennemis, dès l'instant qu'on posait des questions, on était des leurs aussi. Et par conséquent, on a été, dans une certaine mesure, dans une forme d'aporie et dans un inconfort terrible. Et je trouve que être capable, comme vous le faites, de poser des questions, si je puis dire, conceptuelles, pas prendre des positions publiques avec une tribune dans la presse au moment où il y a un bombardement. Ça, ce sont des choses qui vont déchirer la presse, etc. Mais enfin, c'est pas très sérieux. Ce qui est sérieux, c'est le moment où on peut poser des questions théoriques avec des concepts, pour, en quelque sorte, parler à l'intérieur de nous-mêmes contre nous. Parce qu'on a beaucoup parlé, on n'osait pas, on était un peu silencieux, etc. Et par conséquent, il y avait quand même une espèce d'entre-soi qui nous a un petit peu enfermés et qui était, pour beaucoup d'entre nous, extrêmement étouffant. Et en vérité, ce dont nous avions besoin et ce dont nous avons toujours besoin, c'est des gens qui sont avec nous, qui sont des nôtres éventuellement, mais pas forcément, qui soient capables de gratter là où ça fait mal pour nous dire qu'éventuellement, il y a certains problèmes qu'on peut aborder sans antisémitisme, sans hostilité de principe. Et alors, par conséquent, je trouve que votre intervention fait beaucoup de bien parce qu'elle répond à la perplexité de beaucoup d'entre nous ici. Merci. La séance de ce matin est donc s'achève maintenant. Juste, et nous Marc, reprendrons à 14h30. Marc, je peux juste poser une petite question? C'est pas grave. Ah oui, pardon, Juste poser une Daniel. petite Oui, je ne te question. voyais pas. Vous remerciez pour cet effort important d'objectivation sur une situation qui me paraît évidemment pas apaisée du tout, mais une petite remarque sur la société israélienne, ce qui m'a énormément frappé. D'abord, la crise de la démocratie, elle est antérieure au 7 octobre. Hein. La population massivement était dans la rue pour manifester contre la politique du gouvernement. Et ça, c'est très significatif. Mais après le 7 octobre, j'étais en Israël au mois de septembre. J'ai parlé avec beaucoup. Il y a un spectre très large de sensibilité politique, beaucoup plus qu'en France ou en Europe. Hein. C'est-à-dire entre une extrême gauche radicale, quasi antisioniste, une gauche orthodoxe, une gauche laïque, etc., une droite pure et dure. Bon, il y a vraiment un spectre très large. Mais ce qui m'a frappé, c'est tout de même une vraie désorientation qui s'est radicalisée ces derniers temps, parce que, comme vous le savez, tous les corps n'ont pas été rendus. Et ça plonge la société israélienne dans un désarroi, et y compris un désarroi politique.
parce que c'était une condition. Pour eux, c'est absolument fondamental. Mais ce qui m'a frappé, c'est que des personnes vraiment d'extrême gauche, et depuis très très longtemps, ont pu dire que si Netanyahou, notre Netanyahou, votre Netanyahou, garantit dans les 50 ans à venir la sécurité de leurs enfants, ils revoteront pour lui. Alors, oui, absolument. Et donc, c'est pas si simple que ça, vous voyez. Et l'autre question, c'est toute cette question de la guerre juste, de la proportion, qui est très importante naturellement, et de l'oubli, et de la démesure de cette guerre qui a duré extrêmement longtemps. Je voudrais, puisque vous êtes un spécialiste de l'éthique de la guerre, qu'est-ce que c'est qu'une guerre proportionnelle? Vous pouvez me donner un exemple dans l'histoire d'une guerre qui a été une guerre de proportion? Seconde Guerre mondiale, ça fait combien de morts à Dresde? Ça a fait combien de morts vous pouvez m'en citer une? Oui. Alors, disons que après au cours des années, à partir de la fin des années 90, et voilà, prenons les années 90. Prenons l'exemple de l'intervention au Kosovo. L'intervention au Kosovo, il y a eu un très grand débat sur la proportionnalité. Et donc, se posait la question de savoir à quelle hauteur les avions devaient voler, les avions qui bombardaient. Les États faisant partie de l'OTAN ne voulaient pas mettre en péril leurs pilotes. Et alors même que des pilotes disaient que, comme c'était leur métier de faire la guerre, ils acceptent. J'avais un étudiant qui était ensuite eu en cours, qui en faisait partie, qui avait dit mais nous, on aurait accepté de voler plus bas, prendre des risques, parce que si vous volez plus bas, vous tuez moins de civils. Mais la décision a été prise de minimiser, et de fait, il n'y a pas eu il y a eu juste un pilote qui est mort parce qu'il y a eu un accident d'avion, mais sinon, ils n'ont pas été atteints par les Serbes. Mais au demeurant, même en volant très haut, le nombre il y a eu 1500 morts. Et parmi ceux-là, des civils, mais un nombre moins donc une fraction. On considère que cette guerre a été relativement précise. Et donc que le dommage collatéral est moins fort qu'à Gaza. Et ça, c'est une proportionnalité qui est meilleure. Mais cette estimation est subjective, parce que si vous allez dire à des Serbes que la guerre, eh bien, on a respecté les critères de la proportionnalité, ils ne sont pas d'accord. Mais les lois de la guerre vous disent, mais il faut imaginer un commandant raisonnable. C'est la question de la partialité raisonnable. C'est exactement ça. Il faut démontrer que s'il y a un défaut de proportionnalité, c'est que la personne qui a commandé ce bombardement ne s'est pas mise à la place du commandant raisonnable. C'est-à-dire qu'elle a fait défaut à la raison, mais tout en étant partiale, parce que cette personne est le commandant. Et donc, il y a quand même des épisodes... ne serait-ce qu'en comparant, c'est triste à dire, mais la guerre à Gaza, après le 7 octobre, aux autres interventions israéliennes, il y a eu plus de minimisation ou moins de maximisation du nombre de morts civiles. Les assassinats ciblés également sont relativement précis. Ils posent d'autres problèmes, mais du point de vue du critère de la proportionnalité, ils sont relativement précis. Très souvent, il n'y a même pas de dommage collatéral. Et il peut y avoir 2 ou 3 personnes qui meurent. Mais là, dans l'état actuel des choses, moi, ce que je lis, mais les informations sont imparfaites, mais il semblerait, mais c'est plausible, qu'il y ait, 50 morts ou 100 morts pour tuer une personne. C'est un ratio qui n'est plus raisonnable. Vous ne pouvez pas, c'est dans une logique de la discussion. Comment vous défendez ça? Merci.